Mes chers compatriotes, bonsoir, c'est un plaisir de vous retrouver pour ce nouveau numéro de Culture l'autre regard, votre rendez-vous qui entrecroise les regards entre la littérature, les arts, l'histoire, la géopolitique et j'en passe. Ce soir, nous allons encore parler d'histoire justement. Comme je vous l'ai annoncé la fois passée, la révolution algérienne est l'une des plus glorieuses, sinon la plus glorieuse de l'histoire de l'humanité. Elle a mis fin à une colonisation de peuplement, vaincu la quatrième puissance de l'époque, balayé l'ensemble des structures makhzen du colonialisme, permis aux colonies africaines d'acquérir leur indépendance afin que la puissance puisse se concentrer sur ce qu'on appelait à l'époque la perle de l'Empire, et aussi, fait relativement méconnu, mais pas moins important, elle est la seule révolution dans l'histoire à avoir porté le feu dans le pays même de l'occupant. Pour en parler ce soir, pour parler de cette fameuse Fédération de France du FLN, j'ai le plaisir et le privilège de recevoir l'un de ses acteurs, à savoir M. Rachid Benzema. Monsieur Benzema, bonsoir. Bonsoir, Monsieur Jawad. Je suis heureux de votre invitation qui me permettra de porter à la connaissance du peuple algérien et en particulier de sa jeunesse une partie essentielle qui est partiellement ignorée par notre jeunesse. Et en l'occurrence, la lutte pour la libération de l'Algérie menée par les militants de la Fédération de France, dont je suis un des responsables. Voilà, dont vous êtes l'un des responsables, dont vous êtes l'un des acteurs. Un témoin et un témoin privilégié. Privilégié, si on peut le dire. Vous êtes retraité de la fonction publique et vous êtes l'auteur d'un ouvrage qui s'intitule Mémoire vive, paru en 2015 aux éditions Dar al-Othmaniya, où vous retracez un petit peu votre biographie, c'est-à-dire où vous retracez votre parcours qui vous a amené finalement à être structuré et à structurer vous-même, puisque vous étiez un cadre responsable. Oui, je suis de ceux qui ont structuré les cellules du FLN dans une grande ville de France, en l'occurrence à Saint-Étienne, dans le département de la Loire. Avant d'y arriver, nous allons commencer par le commencement, puisque votre parcours nous permet un peu de voir se forger chez vous cette conscience nationale, ce goût de la lutte. Vous êtes originaire justement de la vallée de la Soumam. Et très tôt, votre papa décède, Al-Béahmou, et vous êtes orphelin. Donc, commençons par le commencement, comme vous dites. Je m'appelle Rachid Benzema. Je suis né le 22 décembre 1932 dans un petit village de la commune de Beni Jelil, wilaya de Bijaya. J'ai perdu mon père à l'âge de 4 ans et demi. Ma mère était donc devenue veuve à l'âge de 24 ans. Les circonstances l'ont obligée à quitter la maison pour ne pas se séparer de moi. Oui. Et c'est là où elle va essayer de rejoindre une grande ferme où il est dit qu'on y héberge, voilà. Voilà, c'est là qu'il a entendu parler d'une grande maison qui s'appelle Maison des Ben Ali Sherif, qui se trouve entre Erzarum-Quran et Yaqbou. Oui. Mais en chemin, elle est grâce à chance. Le destin a voulu autrement. Le destin a décidé autrement. Au lieu de descendre dans cette gare qui s'appelle l'Azib, nous sommes descendus une gare avant à Erzarum-Quran. Et là, nous avons été accueillis par une femme qui était originaire du même village que vous. De Beni Jelil et Lucie. Ouais. Il a reconnu le châle de ma mère. Les motifs typiques. Qui étaient tissés sur ce châle-là, et il a envoyé sa fille pour nous demander d'aller chez elle. Et là, il nous a fait un accueil chaleureux. Ma mère lui a raconté son aventure en quelque sorte, son histoire, le motif qui l'ont obligé à quitter la maison familiale. Oui. Et
Bon, les circonstances vont faire qu'elle va être obligée de quitter cet hôte, qu'elle va épouser de Saïd. Exactement. J'accélère un petit peu. Il y a la Deuxième Guerre mondiale, la famine et les maladies, le typhus, la tuberculose. C'est exactement tout ça. Ma mère a été obligée de quitter cette maison où elle est devenue aussi invivable. Et les circonstances nous ont amenés à Tizi. Tizi, c'est le village du sommet, presque du sommet de Djurdjura, où la neige, le froid subissaient. Et puis c'était la Deuxième Guerre mondiale, les maladies de typhus, de tuberculose, la famine a décimé une partie de la population kabyle. Et vous-même, vous êtes obligé de travailler un petit peu comme homme à tout faire, oui, en échange de votre subsistance. Voilà, la misère nous a réduit à la survie. À chercher n'importe quoi à manger. Oui, dès que la neige fondait, on cherchait des racines. Dès que la neige est fondue, on va chercher n'importe quoi. Tout ce qui poussait était bon pour... Parfois aussi des choses vénéneuses, oui. Pour calmer l'estomac. Souvent, les gens ramassent des herbes ou des champignons vénéneux et en mouraient. Pour notre part, ma mère, souvent, elle mettait une marmite sur le feu, oui. Pour nous faire croire qu'il y avait quelque chose dedans à manger, et puis il nous parlait jusqu'à ce qu'on dormait, parce qu'il n'y avait rien dans la marmite. C'est incroyable comme ces scènes-là reviennent, voilà. Et qu'on retrouve d'ailleurs chez Mohamed Dib dans C'est le centenaire. Oui. Voilà. Tout de suite, en vous lisant, ça m'a rappelé l'Aïni dans La Grande Maison. Voilà, c'était vraiment pire que ça. Bon, à l'âge de 11 ans, j'ai essayé d'être l'homme de la maison. J'ai travaillé, je gardais les troupeaux, je rapportais des fagots de bois pour essayer de rapporter quelque chose à la maison, mais les gens étaient si ingrats. Et elles disent que le fait déjà de me nourrir moi-même, c'était largement suffisant. Oui. Ce qui vous pousse vers l'exode à Alger. Non, pas tout de suite. Oui, bon, il y a eu le décès de ma mère. Il y a eu le décès de ma mère qui au préalable vous avez demandé qui m'a fait jurer de retourner à la maison familiale et retrouver sa mère à elle, votre grand-mère. Voilà, retrouver ma grand-mère. D'abord pour essayer de la ramener à Tizi pour revoir ma mère, qu'il n'avait plus revue depuis qu'il a quitté la maison. Malheureusement, à mon retour, et c'est là l'événement le plus cruel de ma vie, dont je me rappelle toujours, où j'ai appris sur le chemin que ma mère était décédée, qu'on l'avait enterrée hier. Là, des suites de la maladie, justement. Oui, de la tuberculose. Et là, j'ai perdu connaissance. Je ne sais pas combien de temps je suis resté comme ça dans le brouillard. Et puis j'ai continué quand même avec un peu de courage et de soutien de la personne qui m'a appris la mort de ma mère jusqu'au village. J'ai pris mon petit frère Majid dans mes bras, j'ai pleuré. Je voulais aller au cimetière voir la tombe de ma mère, mais on m'a empêché. On m'a dit que ça ne suffisait pas. Mais il fallait attendre le lendemain. Oui, le lendemain, de bonne heure, je suis allé, j'ai pleuré toutes les larmes. Et je voulais me faire une place à côté de cette tombe-là pour être à côté de ma mère. Et ensuite, je me suis souvenu qu'il fallait que je retourne dans mon village conformément à ses vœux, au serment que j'ai fait à ma mère. Mais à ce moment-là, vous n'êtes pas si bien accueilli que ça? Je suis retourné au village. Non seulement je n'étais pas bien accueilli, mais on a montré une hostilité
une hostilité, même des reproches, même des regards. On parlait de mal de ma mère et ça me faisait vraiment très mal au cœur. Ce qui a motivé votre exode. Voilà. Oui, et moi je me disais que ma mère c'était une héroïne et elle s'est sacrifiée pour moi. Bon, et donc c'est le départ vers Alger. Voilà. Je suis devenu le souffle de douleur dans cette maison pour les femmes de mes oncles et de mon oncle. Et à un moment donné, j'ai entendu une conversation qui s'est avérée que si je restais là, je risquais ma vie. Alors là, je suis parti. Je suis parti de bonne heure. J'ai quitté la maison de bonne heure. J'étais habillé d'une simple djellaba rouge, la couleur rouge. C'est ma mère qui me l'a cousu avec un laine, avec une petite couverture en laine. Parce qu'il y avait les gens s'habillaient presque en sac dans la Deuxième Guerre mondiale. Oui, oui. Je suis parti à la gare d'Ilmeten, dans la vallée de la Sommam, que je ne connaissais pas. J'ai demandé jusqu'à ce qu'on me l'a montré. Ensuite, j'ai pris le train. Et là, je tremblais de froid, j'avais faim. Et il y avait un bonhomme à côté de moi qui a remarqué ma détresse. Et il m'a demandé pourquoi j'étais là, pourquoi je tremblais comme ça. Je lui ai raconté que j'étais orphelin et que je me sauve de la maison pour sauver ma peau. Et il m'a mis sur ça là-bas en quête parce qu'il m'a dit sinon le contrôleur il va passer, il va vous faire descendre. Alors pour accélérer un petit peu, afin d'avoir le temps d'arriver justement à votre parcours de résistant, donc vous arrivez à Alger, vous êtes pris en charge par les cireurs sur place? Par des jeunes, des jeunes enfants abandonnés comme moi, par des gens enfants qu'on appelle les Aouled. Oui. Seulement, moi je ne parlais aucune langue à part le kabyle. Je ne comprenais pas un mot d'arabe ni de français. Alors, comme j'avais très faim, je suivais les gens qui allaient à un endroit. Je pensais que peut-être on offrait à manger ou quelque chose. Finalement, je découvrais que c'était une mosquée où on faisait la prière. Et je retourne à la grande place. Oui, qui était à l'époque la place de l'Oud, la place de Cheval, qui est maintenant place des Martyrs. Et là, les garçons qui étaient là, qui vendaient des journaux, qui serraient les souliers des colons, oui. des colons, des Français, m'ont remarqué. Et ils sont venus vers moi, ils me parlaient, mais je ne comprenais pas, je ne parlais pas un mot. Heureusement, alors, il y a eu un traducteur. Voilà, il y a eu un garçon kabyle qui s'appelait Yedir. Et il m'a interrogé aussi pourquoi j'étais habillé comme ça, d'où je suis venu, tout ça. Et je lui ai expliqué le pourquoi et comment de tout ça. Et il y a une solidarité qui se met en place. Ensuite, tous les garçons ils sont venus vers moi. On vous habille, on vous chausse. Voilà, et il m'a dit ça y est, on a accepté de vous accueillir, de vous aider. Tu vas être comme nous. Voilà. Et c'est avec eux que vous allez apprendre un petit peu à proposer vos services. C'est-à-dire à dire bonjour madame, bonjour monsieur, moi je cherche du travail. Oui, je suis resté avec eux pendant 3 mois, mais je me suis souvenu que ma mère elle m'a dit il faut toujours suivre le bon chemin. Et parmi ces garçons, on a été obligé par les circonstances parfois de chaparder 2 pommes. Oui, c'est-à-dire de quoi tromper la baguette de pain voilà. pour pouvoir survivre. Voilà. Mais ça, c'était contre ma volonté. Alors j'ai décidé de quitter pour chercher un travail. Et donc vous faites le tour des fermes. Voilà, je suis parti d'Alger en passant par Mohammedia maintenant, qui s'appelait la Vigerie. Je suis allé jusqu'à Fort-de-l'Eau. C'est là où, après plusieurs refus, vous vivez une aventure extraordinaire qui m'a rappelé un petit peu le roman d'Abdelkader Gouchen qui, en s'inspirant de faits réels, parle de la même chose. Vous rencontrez une femme
pied oui, noir. Oui, c'est-à-dire le jour où je quittais, je n'ai rien trouvé. Je n'ai pas trouvé du travail et parce que je ne savais pas parler, je ne savais pas comment demander le travail. Je suis retourné vers mes amis, vers les garçons, Oui, vos et petits là, camarades. pendant une partie de la nuit, il m'a appris deux mots. Bonjour madame, bonjour monsieur, moi je cherche travail. Voilà. Alors, Avec ce vadémécum, vous reprenez encore la le route. lendemain, Voilà. j'ai repris à partir de Fort-de-L'Eau et partout où je passais, bonjour monsieur, mais même pas bonjour, c'est bonjour monsieur ou bonjour madame. Moi, je cherchais travail. J'étais systématiquement viré. J'étais petit, chétif. Oui, voilà. Vous Voilà. n'aviez pas l'air très utile. Pas de minois. Voilà. Il y avait pas grand... Vous Ouais. donniez l'air de, Je quelqu'un de continue, qui il n'y a pas voilà. grand-chose à tirer. En tout Je cas. continue quand même. J'ai traversé Fort-de-L'Eau où je suis allé à un lieu qui s'appelle les Dunes de Fort-de-L'Eau. Il se trouve entre Fort-de-L'Eau et Cap-Matifou d'époque. Et c'est là, voilà. Et c'est là où il faut, pour qu'on ait le temps d'arriver à votre parcours de militant, c'est là où la femme pied noir qui a perdu son fils, Exactement. voilà, fait mine un peu, elle s'auto-suggestionne que vous êtes ce fils perdu, il y a une vague Voilà. ressemblance, et le deuil fait... Il y a la ressemblance, il y a Voilà. l'âge. Alors, il était... Il y a le deuil qui l'a un petit peu détraqué aussi. Voilà, Voilà. il a détraqué un peu. Elle vous adopte, et c'est grâce justement à cette adoption que vous entrez à l'école et que vous apprenez à lire et à écrire. À lire, à écrire, voilà. Et cela va être déterminant dans votre parcours futur. C'était déterminant, et effectivement, très déterminant. Et j'avais la rage d'apprendre à lire et à écrire. Oui. L'analphabétisme me pesait beaucoup. Oui, c'était une barrière que vous avez sans cesse retrouvée dans votre parcours. Et donc vous apprenez à lire et à écrire. Et puis le racisme, encore une fois, d'Emilio, l'un Oui, des membres de la d'ailleurs, dans famille. cette maison, il y avait aussi la nièce de ce couple Oui, Denise. Espagnols. Et on s'entendait très bien. Il y avait des sentiments réciproques entre nous. Oui. Et on avait même un projet pour plus tard de s'unir. Malheureusement, son beau-père, le mari de sa mère, était un raciste viscéral et il m'a... Rabroué. Il me détestait, il me rabrouait. Il a été jusqu'à dire qu'il allait porter plainte, que je profite d'une femme qui n'a plus sa tête, tout ça. Et finalement, c'était un amour impossible, il fallait partir. Et donc vous reprenez la route, Je reprends. vous faites plusieurs maisons de colons. On ne va pas toutes les citer, mais il y en a une quand même que j'aimerais bien mentionner, c'est celle de Joseph Artigues. Non, avant Joseph Artigues. Oui, mais pour juste gagner du temps, donc vous êtes chez Joseph Artigues et vous devenez un peu le souffre-douleur de son fils. C'est ça votre travail chez lui. Voilà. J'étais à Fouca Marine, chercher du travail, et j'étais embauché chez cet Artigues où j'étais l'hommatophère, je faisais des commissions pour sa femme, je m'occupais de la basse-cour et surtout je menais son fils de Fouca Marine à Foucaville à l'école. Sous les colibés et les insultes en chemin, Voilà. systématiquement. Voilà, sale arabe, sale raciste, raton, et puis Melon, etc. Oui. oui, et puis du coup de cravache, de nerf de bœuf, oui. Et un jour, j'en pouvais plus, je l'ai pris, je l'ai fait tomber de son monture, et j'ai fait tomber en plein dans la boue, puis je me suis défoulé sur lui de toutes mes forces, des coups de poing, des coups de pied. Vous lui avez mis une raclée. Je lui ai mis une raclée mémorable et puis j'ai pris Voilà, et vous êtes ensuite embauché chez un autre colon qui s'appelle Voilà, Richter, je suis allé qui lui a une belle trouvaille, très scientifique hein, d'ailleurs. Hein. Il vous fait travailler, vous et les autres ouvriers, 3 jours d'affilée. Voilà. Avant de vous donner une bouchée de pain. Une règle détestable, inhumaine, qui consistait à ne pas donner la ration de pain à l'ouvrier avant qu'il ait travaillé 3 jours. Et justement, je suis resté 3 jours sans rien manger. Et je Vous suis êtes tombé d'inanition. Voilà, je me suis évanoui.
Et enfin, l'histoire, elle est encore... Voilà. Et pour Et après ça, j'ai détesté cette région-là. J'ai repris encore la route. J'ai repris Vous atterrissez encore chez un autre colon. Oui. Mais lors d'une petite escapade à Raya, vous allez manger dans une gargote. Voilà, après avoir trouvé un travail de jardinage chez un colon qui était très important en Algérie, qui s'appelait Rawal Zivako, qui avait plusieurs terres et une pharmacie à Maison Carrée. Au bout de quelques jours, je voulais voir un peu La région. la région. J'ai loué un vélo à Intaï et je suis parti à Rigaya. J'ai fait le tour du village Rigaya, un village colonial avec son église, sa mairie, sa place centrale. Ensuite, j'avais faim, je me suis arrêté Dans une gargote, oui. dans une gargote où j'ai pris mon dîner. Mais sous le regard insistant. Voilà, sous le du regard propriétaire. insistant de gérant ou du patron de la gargote. Et j'étais un peu étonné pourquoi il pose son regard sur moi avec tant d'intensité. J'ai fini de manger, je suis allé au comptoir pour payer et là j'ai subi un petit interrogatoire d'où je venais, qu'est-ce que je faisais, est-ce que je travaillais, est-ce que je sais lire et écrire. J'ai répondu à ces questions. En particulier que je savais lire et écrire. Alors il m'a demandé si je voulais Travailler pour lui. travailler pour lui. Évidemment, vous acceptez tout de suite. Voilà, évidemment, j'ai accepté tout de suite, ça me change avec le travail de la terre et tout ça. Et c'est là, dans cette Et gargote, c'est là, dans cette gargote, que vous découvrez le nationalisme. que j'ai retrouvé, voilà, que j'ai eu des contacts avec les nationalistes qui parlaient de Messali Haj, de l'indépendance, de Farhat Abbas. J'écoutais beaucoup. Enfin, dans cette gargote, quand même, je me suis donné beaucoup de peine et j'ai doublé la recette de cette gargote en servant à la boisson, le Oui, café. vous réorganisez un peu les J'ai choses. organisé. Et surtout, vous découvrez aussi l'action politique et notamment, vous faites l'expérience de ce qu'on appelait à l'époque les élections à la Nigérienne. Voilà, ça c'est les élections de 1950 oui. à Rigaya. Où votre patron, justement, est Mon candidat. patron, qui s'appelait Mohamed Bouzidi, était porté candidat. Et comme je savais lire et écrire et qu'il avait confiance en moi, il m'a demandé de participer au dépouillement du bulletin de vote. Et là, j'ai découvert avec une rage, comment sont faites les élections en Algérie. Malgré qu'il avait une majorité écrasante, il n'a pu passer que troisième vice-président. Et là, j'ai compris qu'il fallait... Qu'il n'y avait pas d'autre issue, en fait. Qu'il n'y avait pas d'autre solution, qu'il fallait se mobiliser pour libérer l'Algérie, qu'on était considéré comme des moins que rien, et que ça ne pouvait plus durer comme ça. Alors, et je rêvais qu'un jour il y ait un soulèvement pour participer à la libération. Et là, je suis retourné... à votre village, oui. Vous prenez possession de votre héritage en échange d'une petite somme versée au grand-père. J'ai retrouvé mon grand-père qui m'a institué à la place de mon père, moyennant quelques sous. Et je venais d'avoir à peine 19 ans, mais pour le village, j'étais un célibataire endurci, quoi. Puisque j'avais un cousin qui avait 17 ans et qui avait déjà une fille. Et donc voilà, vous êtes marié et au bout de 3 mois, vous prenez encore le chemin de l'exil, mais cette fois-ci... Voilà, on m'a marié, pour ainsi dire, on a un mariage arrangé avec une cousine. 3 mois après, j'ai embarqué dans des bateaux qui s'appelaient Ville d'Alger à l'époque. Et je suis parti
Vous atterrissez dans une usine d'aciérie à Saint-Étienne. Alors j'accélère rapidement, comme ça on arrive justement à votre travail de militant. Oui, bon, vous ne supportez pas, voilà, vous ne supportez pas les conditions puisque la poussière, etc. fait que vous crachez du sang. La poussière d'acier, les vibrations de la moule, ce qu'on appelait des barbages. J'ai été tombé malade. Et ensuite, j'ai changé, de travail. Mais ce qui est saisissant, c'est que là où vous allez, vous devenez systématiquement l'écrivain public de vos compatriotes, de nos compatriotes immigrés. Voilà, puisque vous savez lire et écrire. Il y avait déjà un va-et-vient à la chambre de mes oncles qui ne supportaient pas de me voir comme ça, travailler gratuitement, enfin aider les gens gratuitement. Et quand je vais dans des cafés, c'est pareil. Je devenais l'écrivain public et aussi j'accompagnais. Le porte-parole. J'accompagnais nos compatriotes dans leur administration, dans leur, aux allocations familiales, à la sécurité sociale, pour traduire, pour réclamer leurs prestations. Et c'est ce prestige, c'est cette centralité-là au sein de... Oui. Je suis devenu très sociable en quelques années. Oui, c'est cette popularité qui va vous faire remarquer, puisqu'entre-temps... Très introduit dans le milieu ouvrier, de l'immigration. Oui. De l'immigration générale, du milieu ouvrier en particulier. Voilà. Et c'est cette popularité, puisqu'entre-temps la guerre de la Révolution nationale s'est déclenchée, et donc c'est ce qui vous fait remarquer par les responsables du FLN qui vont vous contacter. Voilà, cette sociabilité, cette introduction, cette confiance de mes compatriotes pour lire, écrire leur courrier, qui m'a fait choisir probablement. Et aussi le fait que je savais lire et écrire, parce que n'oublions pas que 90% de notre immigration était analphabète. Oui. C'est peut-être ça qui m'a fait choisir. Entre autres, oui. Entre autres, d'organiser les premières cellules du FLN à Saint-Étienne. Oui. Vous êtes approché par Omar Haraïk. J'étais approché par Omar Haraïk et Sayed Belkacem, qui étaient déjà des responsables. Et j'ai tout de suite accepté avec plaisir. Je me suis dit, voilà l'occasion que j'attendais depuis longtemps d'être utile, de participer à la libération de mon pays. Et là, je me suis donné corps et âme. Et je n'ai pas... Bon, j'ai pensé quand même à ma petite famille. J'avais un garçon et une fille à l'époque, mais je me suis dit, qu'est-ce que c'est que ma petite famille à côté de mon pays est occupée par des colons qui nous considèrent comme des moins que rien, qui nous considèrent même pas comme des êtres humains. Parce que je voudrais ajouter une chose. Je vous en prie. Pendant la Deuxième Guerre mondiale, beaucoup de gens ne savent pas ça. Nous, les Algériens, on avait le droit à 8 kilos de farine par mois. Hein? Le mulet ou le cheval de colon, il avait le droit, lui, à 5 kilos d'orge. Ce qui veut dire qu'il faut, 12 Algériens, 12 autochtones, comment on dit, 12 indigènes, pour valoir un cheval ou un mulet de colon, oui. Voilà, alors tout ça, ça me travaillait. Oui, c'est une déshumanisation, une déshominisation plus qu'une déshumanisation. Voilà, alors là je dis, il fallait, c'est l'occasion, rêver. Je me suis donné corps et âme et j'ai commencé à organiser les cellules. J'étais moi-même tout de suite nommé chef de cellules. Ensuite, j'ai organisé des dizaines de cellules, je veux dire comment a été structurée la Fédération de France, parce que les gens ne le savent pas. Bon, ça commence la cellule de 6 personnes, ensuite le groupe avec 5 cellules, avec ensuite la section avec 5 groupes, avec ensuite la prisma avec 6 sections. Et tout ça dans un cloisonnement rigoureux. Dans un cloisonnement rigoureux. Et ce qui est essentiel, c'est pour les gens ne le savent pas, c'est pour ça qu'on a tenu pendant 7 ans et demi sans qu'on a pu venir à bout de la Fédération de France, parce que dans toute cette structure,
Chacun, il avait son adjoint. Et chaque adjoint, il avait son adjoint. Chaque adjoint, il avait son adjoint. Nidam, oui. C'était un nidam, c'est-à-dire que même s'il restait un seul militant, il y aura toujours la Fédération de France. Oui. On ne pouvait pas Il pouvait reconstituer. La démanteler. Exactement. Bon, pendant cette période, je dirais que nous avons beaucoup souffert. Oui, notamment parce qu'il y avait en France... Il y avait en France l'organisation du MNA et pour qui était sinon encouragé, protégé, du moins toléré, oui, contrairement au FLN. Ça, c'est vers la fin. Au début, ils étaient tolérés, sans être protégés. Mais pour eux, nous étions devenus des ennemis parce qu'ils n'admettaient pas que notre organisation puisse se réclamer du mouvement national, du FLN, ou que quelqu'un prétende lutter pour la libération de l'Algérie. Ce qui fait que vous échappez à 2 tentatives d'assassinat. Et comme depuis ma prise de fonction, de fonction dans leur organisation, des ralliements par centaines, des adhésions, et la structuration surtout. La structuration, au bout d'une année, tous les émigrés de Saint-Étienne et de sa région étaient structurés dans la fédération de France du FLN. Oui. On a commencé par 0 militants et on a fini par 4700 militants. En l'espace de En espace d'une année. Et les cotisations rapportaient 17 millions par mois. Parce qu'on faisait cotiser tout le monde, y compris les femmes d'émigrés qui touchaient une petite pension, d'allocation familiale, un petit montant d'allocation familiale. Et je dirais même, sauf votre respect, même les faits de joie, on les a obligés à... Oui, elles ont été, elles ont participé justement. Ils ont participé, ils ont cotisé, et on les a organisés en groupe, et on a mis un responsable pour prendre ces cotisations. Et comme je disais donc, vous avez échappé à 2 tentatives d'assassinat. Voilà, j'ai échappé à 2, j'étais condamné à mort. Et j'ai échappé à deux du MNA, je précise. À 2 attentats miraculeusement. La première, j'étais prévenu par notre agent double qui a assisté à la réunion qui a décidé mon élimination. Il m'a prévenu, donc j'étais sur vos gardes, oui. Sur mes gardes. Mais dans le deuxième attentat où je n'étais pas prévenu, les personnes qui étaient assis à la table, que nous venons juste de quitter il n'y a pas une minute, ils ont été tués. 3 personnes tuées et dans l'office de propriété de café qui était notre fief, notre siège à l'époque. Alors justement, c'est pour accélérer un peu, il y a donc cette activité-là qui est de plus en plus en effervescence, et il y a l'arrestation d'un grand militant, Saïf El-Ossif. Oui. Il y a en parallèle la formation des brigades nord-africaines, c'est-à-dire une brigade spéciale pour lutter contre la Fédération de France du MNA, avec un réseau d'indicateurs qui s'appelle les cartes blanches. Saïf El-Ossif, c'était notre chef de groupe de choc. Il a éliminé 2 personnes de ceux qui ont assassiné plusieurs de nos militants. Oui. La police, il était intervenu et il a tiré sur les policiers. Il a blessé gravement un inspecteur de police. Il n'avait plus de munitions, il a été arrêté. Bon, il a été jugé, condamné. Il allait être exécuté, il allait être guillotiné. Et pour le faire évader, vous montez une opération. Voilà, il fallait le sauver à tout prix parce que les avocats que nous avons constitués pour lui nous ont prévenu qu'il n'y avait plus rien à faire et qu'il allait être transféré au Fort Montluc où ils ont installé une guillotine pour exécuter les condamnés à mort. Et là, il fallait tout faire. Pour ainsi dire, il fallait sauver le soldat Ryan. Le soldat El-Ossif. Et donc, le 12 septembre 1957, à midi et demi,
dans une coordination voilà, parfaite. nous avons, à la suite d'une réunion que nous avons tenue entre nous, les responsables, nous avons décidé de monter une opération, une manœuvre de diversion pour pouvoir libérer notre chef de groupe de choc. Et pour ça, nous avons eu le temps de prendre contact avec un gardien de prison, de la prison de Bellevue et de Saint-Étienne, et de nos amis français. À propos de ces amis, je voudrais porter à la connaissance du peuple algérien et surtout de sa jeunesse. Il y a eu beaucoup de Français qui nous ont aidés, par exemple des médecins qui ont soigné nos militants blessés ou malades, des curés qui ont hébergé, caché nos militants. Oui, Madame Fouata, l'institutrice communiste qui a caché vos documents et vos armes. Voilà, Madame Fouata et son mari journaliste et caché nos armes, nos fonds, en attendant de les ramener à Lyon. Et ces Français-là, ils ont toute notre reconnaissance. Certes. Et à la suite de cette... Donc vous faites une attaque simultanée de l'ensemble des commissariats et brigades de gendarmerie. Commissariats et brigades de gendarmerie. C'est une formidable diversion. Oui, mais c'est une manœuvre de diversion. Oui, on les a attaqués sans attendre personne, parce que les ordres étaient... sans faire couler de sang, voilà. Sans faire couler de sang. Pour les occuper. Et justement, nous avons provoqué une pagaille, des sirènes, des voitures qui machinaient partout. Et pendant ce temps, Saïf El-Hosseif s'évadait et éviter la guillotine. Saïd s'évadait de la prison. Nos amis français l'ont transporté et transféré en Suisse, de Suisse à Tunis. Tunis, il a fini... Et à la suite de cela, au pays, à la suite de ça, c'est la répression. Et là, vraiment, en vous lisant, j'ai tout à la suite de ça, et aussi, nous avons été obligés d'exécuter un colonel des renseignements généraux qu'on a mis dans un service social à Firminy, dans un complexe chirurgique qui s'appelait Cruzuloir. Et qui est tiré du verre de nuit à nos militants, à nos compatriotes, il fallait l'éliminer. C'est à la suite de l'élimination, de l'exécution de ce colonel que la répression a été sauvage. Ça a été sauvage, c'était abattu sur nous, on ne pouvait plus bouger sans tomber dans un barrage, dans une rafle. Tous ceux qui avaient effacé nord-africains étaient arrêtés, parfois même des Italiens. Et vous-même, vous êtes arrêté justement. Et il y a ce passage significatif où lorsque vous êtes arrêté, vous avez cette pensée, vous pensez à vous suicider. Laissez-moi vous dire aussi qu'à la suite de cette répression, c'est grâce aux femmes algériennes, des épouses, des immigrés, que nous avons, la lutte ne s'était pas arrêtée parce qu'on ne pouvait plus bouger. Ces femmes-là, ils étaient admirables, ils ont participé, ils transportaient des armes, ils transportaient de l'argent, ils transportaient des documents d'un endroit à l'autre, souvent dans les poussettes de leurs bébés. Donc, je n'en ai pas parlé dans mon livre, je ne sais pas, peut-être c'était une omission, mais je le fais maintenant avec toute ma reconnaissance, avec toute mon admiration de ce qu'ils ont fait, toutes ces femmes algériennes, des épouses des immigrés. Bon, donc, Et donc, lors de votre arrestation, vous songez à vous suicider pour ne pas parler, parce que vous voyez la torture sévir sur vos camarades. Permettez-moi d'aborder un petit sujet qui est quand même intéressant. Certes. La police, le service de répression, la police française, elle a monté d'abord toute la population française contre nous, en leur faisant croire que tout Algérien est potentiellement terroriste. Nous avons riposté en inondant les boîtes aux lettres de ces Français avec des tracts, en leur faisant comprendre
que nous ne sommes pas des terroristes comme prétend la police, nous sommes des patriotes, nous luttons pour la libération de notre pays, des colons qui nous considèrent comme des moins que rien, et nous ne luttons pas nous ne combattons pas le peuple français, et que la preuve, nous avons donné des ordres à nos militants de ne jamais toucher ne serait-ce qu'un cheveu dans ces villes français. Et à la suite de ça, beaucoup de Français ont épousé notre sort, notre cause, et ils nous ont aidés. Oui. Voilà. Et d'ailleurs, on en parlait tout à l'heure, c'est aussi le durcissement de celui qu'on a présenté comme un pacificateur, mais qui était venu pour sauver l'Algérie française, à l'appel même du CSP, du Comité de salut public. Voilà. C'est à la suite du durcissement de la politique menée par De Gaulle que le GPRA va appeler la fédération à multiplier les opérations. Voilà, je vais aborder ce sujet un petit peu, donnez-moi un petit peu de temps. Je vous en prie. J'entends beaucoup de gens dire que c'est De Gaulle qui a donné l'indépendance à l'Algérie. Et à ce sujet, je voudrais rappeler à notre jeunesse que le général De Gaulle a été rappelé 4 ans après le déclenchement de la guerre d'Algérie et qu'il était venu pour sauver l'Algérie française. Oui. Et c'est ce qu'il a essayé de faire par tous les moyens. Certes. Pour commencer son premier voyage en Algérie, il s'est adressé aux Pays Noirs en leur disant « Vous m'avez appelé, je suis venu et je vous ai compris. » Et il a doublé, pour sauver l'Algérie française, il a doublé son armée, l'effectif de son armée, de sa police. Et il s'est adressé à la Hélène en leur disant « Levez le drapeau blanc, rendez-vous, et moi, De Gaulle, je vous promets qu'aucun de vous ne sera... ne sera poursuivi par la justice, oui. Par la justice. Entre guillemets. Voilà, entre guillemets. Et là, il a suscité la réponse mémorable de Farhat Abbas qui lui a dit le drapeau blanc, on vous laisse pour vous, qui avez l'habitude de vous rendre aux Allemands. Nous, jamais. Et là, ça a enragé De Gaulle. Il est retourné en Algérie, il a fait la tournée de ce qu'ils appelaient à l'époque la tournée d'Hippopote. Oui. Et il a ordonné à son armée de liquider cette rébellion par tous les moyens. Oui. C'est là où se sont déclenchés les plans. Et c'est là où se sont déclenchées les grandes opérations, l'opération Jumelle, Pierre Précieuse. Et c'est face à cet étranglement qu'on va porter... C'était une période très très dure pour la Hélène, en plus du fait que les barrages de l'Est et de l'Ouest étaient infranchissables. Et c'est à ce moment-là que le GPRA, le gouvernement provisoire de la République algérienne, a ordonné à Omar Boudaoud, le responsable de la Fédération de France, de déclencher la guerre en France. Et nous... C'est là où on va multiplier justement... C'est là où le FLN a mené des actions d'éclat à travers toute la France, sur tout le territoire en attaquant l'économie de guerre française, oui. Voilà, notamment en incendiant les dépôts de carburant. D'ailleurs, il n'y a pas que ça. Il a attaqué la préfecture de police de Paris, certes, oui. Incendié les grands dépôts de carburant français de Maurépien près de Marseille. Entre autres. Oui. Entre autres, attentat contre Jacques Sustel, le ministre résident. Oui. Auquel il échappe de justice. L'exécution d'Ali Chekal, un deuxième Bachar Boualem, oui. Qui était assis à côté du président de la République française, qui était à l'époque René Coty, au Parc des Princes, le plus grand stade à l'époque de Paris. Et toute la France, on a mené des actions d'éclat à travers toute la France. Et c'est là que De Gaulle a commencé à réfléchir qu'il n'est plus possible de garder l'Algérie française. Ouais. Il a commencé ensuite à demander à la Hélène d'essayer les côtés au vestiaire, vers
venez, on va faire La peau des braves, etc. la peau des braves, et etc. Voilà. Et il a compris, et c'était vrai, si on avait continué sur cette... on aurait pu occuper la France. Hein. On était 800 000 Algériens immigrés, oui. dans toute la France. D'ailleurs, il l'a reconnu lui-même. Il a dit si on n'a pas accordé l'indépendance à l'Algérie, c'est la France qui serait devenue algérien. Et mon village, Colomboli des Églises, il serait devenu Colomboli des deux mosquées. Oui. Alors pendant ce temps, vous de votre côté, là vous avez décrit les actions en général de la Fédération de France, vous de votre côté vous étiez arrêté, vous subissiez la répression. Oui. Avant d'y arriver, on va faire une toute petite pause puisque c'est l'heure de notre rubrique Ombre gardienne qui célèbre le centenaire de Mohamed Dib. Comme d'habitude, mes chers compatriotes, on se retrouve après le jingle. Ce soir, mes chers compatriotes, je vous propose de redécouvrir une nouvelle qui s'intitule Le Grand Départ et qui fait partie du recueil La Nuit Sauvage, publié d'ailleurs en Algérie, une coédition Chihab et Dahlab. Donc je vous laisse redécouvrir avec comme d'habitude la lecture de votre humble serviteur. À présent, que vais-je faire? La question se pose à moi. Pour n'être pas capable de voir plus loin que le bout de mon stylo, j'ai encore raté le coche. J'ai pris l'habitude de me fier à ma plume comme à un porte-parole du destin. Je me plais trop à cette géomancie à quoi on peut comparer l'écriture et où il me semble lire les cheminements de ma vie et même ceux du monde. Mais l'oracle ne parle pas toujours et cette fois, il est resté muet. Mes compatriotes, quoique de loin, me tenaient compagnie et il m'était loisible d'aller à tout moment les rejoindre pour peu que l'envie m'en eût pris. À présent, les voilà partis, eux, et moi, me voici demeuré, laissé avec ma tablette de sable sur laquelle je peux tracer signe sur signe à l'infini sans que cela me sorte de ma solitude. Et j'imagine l'accueil qui leur sera réservé, comment là-bas on s'y est préparé, comment on leur fera fête. Cet enthousiasme, je me mets dans la peau de ceux qui les attendent, amassés autour des terrains d'aviation, sur les quais des ports, des gares. J'entends d'ici les hurrahs que pousseront d'une seule voix toutes ces poitrines, en hommage à leurs sœurs et frères revenus d'exil, se retrouvant chez eux, une acclamation à faire trembler la terre et le ciel. Je les vois pleurer d'émotion. Donc voilà, M. Benzema, une nouvelle qui évoque justement le retour au pays, ce qui nous permet d'embrayer justement sur votre retour, après avoir subi les pires des sévices, sur lesquels nous allons passer puisque les lecteurs pourront les retrouver en détail dans votre ouvrage, Mémoire vive, ce qui nous amène justement à votre retour au bercail après les accords d'Évian, où vous reprenez encore une fois vos responsabilités, mais cette fois-ci pour encadrer la préparation du référendum. Voilà, exactement. Après l'arrestation, les tortures, les prisons, Lyon, les Baumettes, Maison Carrée, les camps de concentration, c'est le retour au pays où j'ai participé, comme vous dites, à la préparation du référendum et aussi porté volontaire avec mon groupe à sécuriser la Basse-Casbah et Bab el-Oued des résiduels de l'OAS. Exactement. Voilà. Ce récit recoupe un peu d'ailleurs celui du commandant Asdin et Alger ne brûla pas. Voilà. Jusqu'au vote de l'autodétermination. Après, le lendemain de ce vote, j'étais désigné avec mon groupe pour prendre les clés de la préfecture d'Alger officiellement dans main des Français. Et c'est là qu'on a monté le drapeau, on a descendu le drapeau algérien, le drapeau français et on a monté le drapeau algérien. C'était vraiment un moment très émouvant. J'avais des larmes aux yeux. Et le 5 juillet, il y a eu la proclamation de l'indépendance par Ben Youssef Ben Khedda.
dont les mots étaient, je déclare solennellement qu'à partir de cet instant, l'Algérie est indépendante et souveraine. Et à partir de ce moment, j'ai cessé toute activité militante ou politique. Oui, vous êtes devenu fonctionnaire. Je suis devenu fonctionnaire jusqu'à ma retraite, voilà. Et un petit peu pour le mot de la fin, finalement, qu'est-ce qui vous a amené, après, puisque votre livre est paru en 2015, Oui. qu'est-ce qui vous a amené après tout ce temps à écrire ce récit, ce témoignage que vous avez intitulé « Mémoire vive », paru aux éditions d'Al-Uthmaniyya? Voilà, justement, j'ai constaté que la plupart de des moudjahidines, des militants, que ce soit de la Fédération de France ou des combattants d'Algérie, ils n'ont rien écrit sur la guerre d'Algérie. Et ce sont les étrangers qui écrivent sur la guerre d'Algérie. Et ils l'écrivent bien sûr avec un parti pris évident. Évidemment, oui. Alors je me suis dit, moi qui possède un peu qui maîtrise un petit peu le français, pourquoi est-ce que je n'écrirais pas pour remettre un peu les pendules à l'heure? Et c'est ce qui m'a amené à écrire Mémoire vive. Évidemment, au début, je ne voulais pas parler de ma vie, de mon enfance, mais on m'a conseillé quand même, pour la compréhension du livre, il fallait que j'évoque la jeunesse de votre parcours. La jeunesse, l'adolescence, d'où je viens, et c'est ce que j'ai fait. C'est ce qui vous a amené à votre engagement. C'est ce que j'ai fait, voilà. Et c'est ce qui a donné cet ouvrage passionnant, éminemment instructif, mais aussi très très plaisant à lire. Je rappelle qu'il s'intitule Mémoire vive, qu'il est paru à Al-Uthmaniyya en 2015, voilà. Qu'il vient d'être tout récemment traduit en tamazight, en attendant une traduction en langue nationale. Inch'Allah, en langue nationale, oui. Inch'Allah, bientôt. C'est un projet, c'est un projet. Merci encore, Rachid Benzema, d'avoir été parmi nous. Ce fut un privilège de vous recevoir. C'est un plaisir aussi pour moi de porter à la connaissance de notre jeunesse et aussi du peuple algérien une partie méconnue de la lutte. Mais éminemment glorieuse, oui, de notre combat. De la lutte glorieuse qui a amené le FLN en France, qui a porté la guerre au pays de l'occupant. D'ailleurs, permettez-moi d'ajouter ça. D'ailleurs, un grand homme, un Vietnamien, le général Giap, bien connu, j'ai assisté à sa conférence à la salle Harsha, et il a dit textuellement, il y a eu beaucoup de révolutions dans le monde, mais la seule révolution qui a porté sa guerre au pays de l'occupant, c'est l'Algérie. C'est le seul et unique au monde. Alhamdoulilah, voilà. Merci encore, M. Benzema, pour votre précieux témoignage. C'est moi qui vous remercie pour votre invitation. Tout le plaisir est pour nous. Ce fut un honneur et un privilège. Merci à vous, mes chers compatriotes, de nous avoir suivis. J'espère que vous avez passé avec nous un agréable moment, que j'aurai ainsi l'honneur de vous retrouver très bientôt pour un nouveau numéro de Culture, l'autre regard. Au revoir.